Bonjour à tous, je m'appelle Maël et actuellement je suis chef de clinique sur l'hôpital de Lyon-Sud. Et le professeur Durieux m'a demandé de venir vous parler du syndrome myélodysplasique, ou du moins ce qui était important de savoir sur la myélodysplasie sur un versant plus interniste. Du coup, juste pour revenir sur des petites choses très basiques, mais néanmoins qui vont permettre de comprendre quand même certaines choses autour de la myélodysplasie, qui est en fait une maladie assez complexe qu'on comprend mal, hein, très sincèrement, qui évolue beaucoup dans sa compréhension et sa caractérisation, déjà en tant qu'entité nosologique, si bien que en fait, syndrome myélodysplasique, à mon sens, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose, mais c'est un espèce de boulga où on met un peu pas mal de choses dedans, que pour le moment, on a un peu du mal à caractériser, et on va voir ensemble pourquoi. Je pense qu'il faut revenir un peu à la toute base, hein, et de se dire que globalement, l'hématopoïèse est assurée, et ça, je ne vous apprendrai rien, par des cellules souches hématopoïétiques. Là aussi, la cellule souche hématopoïétique est un grand mystère, puisque pour le moment, on n'a pas vraiment réussi à l'isoler, la caractériser, la cellule la plus primitive. Et néanmoins, par le biais d'outils transcriptionnels et de cytométrie de flux, on a une petite idée de là où ça commence. Et en revanche, on n'a pas trop d'idée de là où ça s'arrête. Quand est-ce que ce n'est plus une cellule souche? Bref, comment les choses sont réellement construites. J'ai simplifié ça comme ça, parce que finalement, c'est simple, c'est en deux dimensions, donc notre cerveau comprend. Et je pense qu'on peut simplifier les choses en se disant il y a trois grands types de progéniteurs qui sont la continuité de l'élément le plus primitif, avec entre-temps plusieurs états qui vont se faire les uns les suites derrière les autres. Et cette différenciation, cet engagement finalement vers un biais mégacaryocytaire qui donnera plus tard des plaquettes, un biais érythrocytaire qui donnera plus tard des globules rouges, etc., est lié finalement à beaucoup de facteurs extrinsèques, à un programme transcriptionnel qui évolue avec le temps, plus particulièrement entre l'enfance et l'âge adulte, bien évidemment, et puis également l'engagement vers un biais granuleux. Et tout ceci, en fait, est organisé sur une espèce de structure qu'on souvent schématise de manière assez pyramidale. Mais je pense qu'en réalité, il faut voir ça comme presque une espèce d'échiquier sur lequel il y a une boule. Et les boules se déplacent un peu sur ce grand plateau et va tomber dans un sens ou dans l'autre en fonction finalement de phénomènes stochastiques et puis éventuellement aussi de pression extérieure. Néanmoins, eh bien, finalement, quand tout fonctionne bien, ces progéniteurs vont bien s'articuler entre eux, bien communiquer avec le micro-environnement médulaire et puis faire un hémogramme normal. Donc ça, à la limite, c'est ce qu'on ne voit pas, c'est les gens qui vont bien. Tant mieux d'ailleurs. Globalement, l'usine, dans sa fonction primaire, est de produire du coup ce qu'on verra sur la prise de sang du patient et avec des paramètres hématologiques normaux. Alors, quand est-ce qu'on parle de syndrome myélodysplasique finalement? En fait, la myélodysplasie, on le verra un petit peu plus tard, en fait, c'est une caractérisation morphologique associée à une anomalie de l'hémogramme. C'est ça, en fait, la définition primitive du syndrome myélodysplasique qu'on a donné il y a très très longtemps, tout simplement parce qu'on ne savait pas trop dire ce que c'était d'autre. Donc du coup, on disait, tiens, il y a un problème au myélogramme, et puis en plus, l'hémogramme, il n'est pas complètement normal, donc on va l'appeler comme ça. En réalité, en fait, la source de ce syndrome myélodysplasique vient d'anomalies génétiques, et on retombe encore dans la génétique. On adore ça en hémato, la génétique. Ça fait l'air avoir intelligent, même si probablement on ne comprend pas grand-chose non plus. Mais néanmoins, il y a quand même quelque chose d'assez notable dans ces hémopathies-là. Ce sont des événements moléculaires récurrents. Et en fait, c'est ça qui va caractériser finalement aussi la myélodysplasie. C'est outre l'aspect morphologique qu'on va pouvoir voir au myélogramme, c'est aussi surtout une génétique très particulière avec des anomalies qui vont affecter des gènes qui sont impliqués finalement dans le fonctionnement normal d'une cellule souche hématopoïétique. Alors ici, j'en ai modélisé un certain nombre. Plus ce qu'il faut retenir, c'est que ça va toucher des grandes classes finalement de gènes importants, plus particulièrement, je parle bien de la myélodysplasie, mais des gènes qui vont être impliqués dans la régulation de la condensation de la chromatine, par exemple A6L1 pour n'en citer qu'un, des gènes qui vont être impliqués dans la régulation ou dans la mécanistique autour du spliceosome. Donc, c'est en gros la capacité de notre organisme à modifier une protéine en fonction d'une séquence. Et donc, pour chaque protéine, il existe globalement plusieurs versions qui sont en fonction de leur site de splice et en fonction des besoins produites. Pour n'en citer qu'un, SF3B1, qui donnera les anémies réfractaires avec sidéroblastes, que vous avez peut-être déjà entendu, qui existent aussi sous forme de maladies constitutionnelles. Des anomalies de la méthylation, qui là encore, finalement, sur des gènes, des génomes très hyperméthylés, vont empêcher une traduction, une transcription. Et des anomalies du cycle de Krebs, IDH, pour petit rappel, ou isocitrate déshydrogénase, qui vont être des anomalies qu'on retrouve quand même de façon assez récurrente, et qui, en fonction de leur positionnement finalement dans cette architecture,
dans cette architecture de l'hématopoïèse, eh bien, vont induire un blocage, un dysfonctionnement. Donc, il faut dire que ces événements, avec le temps, puisque la myélodysplasie est avant tout une maladie du sujet âgé, vont apparaître ces événements, souvent les uns après derrière les autres, et induire ce blocage, ce dysfonctionnement médulaire. Les autres événements qu'on voit sur la gauche, de la voie de la signalisation, vont donner des avantages compétitifs proliférants, et cela, on les verra plutôt dans les formes accélérées, la leucémie aiguë par exemple, dont on ne parlera pas ici aujourd'hui. Donc, comme je vous disais, ces anomalies qui vont survenir de manière souvent d'ailleurs liée uniquement à l'âge, il n'y a pas forcément beaucoup de facteurs de prédisposition à la myélodysplasie, outre ce qu'on va appeler l'inflammaging, donc le vieillissement, l'inflammation médulaire que ça génère de manière plus générale. Bien évidemment, on peut retrouver des facteurs de risque, qu'on connaît souvent d'ailleurs à la chimiothérapie intensive pour un cancer solide. Mais néanmoins, ces anomalies vont induire finalement une espèce de dysfonctionnement de la machine, et puis du coup, ces progéniteurs vont fonctionner de manière moins bonne en fonction de lequel ça a affecté. Et donc, du coup, on pourra voir sur les hémogrammes de ces patients des cytopénies qui vont apparaître, parfois discrètes au démarrage, et puis qui vont avoir tendance à s'accélérer, puisqu'au fur et à mesure que les anomalies s'accumulent, les unes derrière les autres, ces progéniteurs ont de plus en plus de mal à avancer dans leur différenciation, et ont de plus en plus de mal à fabriquer ce qu'elles sont censées faire, à savoir des plaquettes, des globules rouges, des neutraux, et donc du coup les cytopénies deviennent de plus en plus profondes. On voit des blasts apparaître, le blast, juste pour souvent blast égale leucémie, non, blast c'est pas une leucémie, on a des blasts tous en réalité. Alors, blast, en fait, c'est la proportion qui est un problème. Donc, en fait, on considère qu'à moins ou égal de 1% de blast, c'est normal, dans une moelle normale. Ces fameux blasts, qu'on définit d'un point de vue morphologique, correspondent probablement aux éléments les plus immatures de notre moelle osseuse. On n'est pas censé en avoir beaucoup. Et quand on commence à en avoir de trop, c'est que la moelle, elle se bloque. En fait, elle n'arrive plus à avancer dans sa différenciation. Ces blasts s'accumulent, et on va parler souvent de myélodysplasie de haut risque. Et puis après, la leucémie myéloïde qui fait suite. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc, comme je vous l'ai dit, la myélodysplasie, c'est une maladie du sujet âgé. On peut la rencontrer à tout âge de la vie. Comme ce qu'on voit, on en a chez l'enfant. C'est des formes un peu particulières, qui sont d'ailleurs souvent associées à des problématiques constitutionnelles. On n'en parlera pas aujourd'hui. En revanche, très clairement, on voit que cette incidence augmente considérablement avec l'âge, avec très probablement un sous-diagnostic, ou du moins ces chiffres-là, certes, sont issus de données un peu anciennes d'ailleurs, mais américaines, mais probablement c'est plus que ça, tout simplement parce qu'on ne va pas aller chercher, on ne fait pas des hémogrammes à tout le monde, ni de myélogrammes, fort heureusement, mais globalement une incidence qui tend à augmenter considérablement avec l'âge. Donc très clairement, un effet du vieillissement, donc un vieillissement médulaire, sur la prédisposition ou l'évolution de ce type de pathologie. Alors on estime que c'est à peu près 20 cas pour 100 000, mais comme je vous dis, c'est très probablement sous-estimé et sous-diagnostiqué. Et surtout, en fait, le gros problème de cette maladie, c'est que ça ne donne pas de symptômes, puisque souvent une petite anémie, une petite thrombopénie, une neutropénie, tant qu'elle reste stable, ne donne pas de problème. Et beaucoup de patients, finalement, probablement meurent avec une myélodysplasie sans avoir été diagnostiqués, tout simplement parce que ça ne posait pas de problème. Alors, puisque outre les problèmes de cytopénie, et aussi pour ça qu'on en parle et que probablement je suis invité aujourd'hui, c'est que la myélodysplasie, c'est aussi une maladie du système immunitaire, comme tous les cancers d'ailleurs de manière générale. C'est un système immunitaire défaillant, mais quoique la myélodysplasie est quand même une entité un peu particulière, parce que moi je me souviens quand j'étais interne, je me disais les trucs auto-immuns, c'est les lymphomes. Globalement, la myélotique, PTI, c'est lymphome, c'est lymphome, c'est lymphome. Et en fait, quand j'ai commencé à m'intéresser aux pathologies myéloïdes, en fait, je me suis rendu compte que dans la myélodysplasie, c'est un malade sur 4 à peu près qui a un problème d'immunitaire, quelle qu'en soit la nature, avant, après ou pendant finalement l'évolution de cette hémopathie. Donc la myélodysplasie est aussi largement associée à des problèmes d'humains, bien que en fait sous-connu, ou du moins c'est beaucoup moins populaire finalement que les problèmes immunitaires qu'on peut rencontrer dans les lymphomes. Néanmoins, et au-delà des problèmes immunitaires qu'on peut rencontrer de façon satellite aux myélodysplasie, c'est une pathologie qui va être associée à beaucoup d'autres problèmes satellites, là aussi souvent diagnostiqués. Ça peut être des syndromes myéloprolifératifs ou des espèces de formes frontières avec la myélodysplasie. Ça peut aller vers la plasie médulaire idiopathique ou le clonage PN pour les hémoglobinuries paroxystiques nocturnes. Des LGLT, je crois que vous en avez parlé un petit peu plus tôt, justement au niveau des anomalies qui peuvent affecter stade 3 et stade 5. Donc en fait, il y a pas mal d'autres hémopathies parfois, ou d'autres conditions, j'allais dire, immunitaires satellites, qui vont graviter autour de cette myélodysplasie et qui rendent finalement complexe cette maladie à plein d'égards, plus particulièrement quant à leur prise en charge. On a le syndrome de Vexas, qui est une nouvelle entité finalement, qui vient frotter et se rattacher à cette entité, et ce depuis maintenant
peu de temps. Alors, on est d'abord des médecins et probablement des cliniciens. Alors, pas de bol, hein, la myélodysplasie, mais vous savez tous très bien, c'est globalement pas spécifique du tout. Il n'y a pas de signe clinique en soi. En gros, s'il y a un truc qu'il faut retenir, c'est que ça donne un syndrome d'insuffisance médulaire de manière générale, qui va être variable en intensité. Donc, ça va aller du syndrome anémique, qui est à peu près présent à 80% des malades au diagnostic, avec soit un syndrome hémorragique en lien avec la thrombopénie, qu'on verra après, ou alors infectieux avec la neutropénie. Mais finalement, on peut avoir une, deux ou plusieurs cytopénies, mais j'allais dire la complète n'est pas obligatoire. D'ailleurs, la plupart du temps, c'est une anémie isolée, voire même modeste. Si on peut retenir un signe, j'allais dire clinique, ou du moins quelque chose qu'on voit quand même assez fréquemment, c'est des choses que vous voyez plus souvent, qui sont donc des syndromes de Sweet ou des dermatoses neutrophiliques, qui sont retrouvés pas très fréquemment, mais qu'on peut observer néanmoins pendant ou au diagnostic de ce type d'hémopathie. Puis enfin, les manifestations auto-immunes auto-inflammatoires, type PTI, anémie hémolytique aussi, l'APR ou d'autres entités dont on parlera un petit peu après. Donc en fait, au-delà de la clinique, qui est assez pauvre finalement, qui vont graviter autour des conséquences des cytopénies, c'est surtout de la biologie en fait, des anomalies d'hémogramme. Et donc, du coup, comme on en a parlé, 3 lignées qui peuvent être touchées, puisque les 3 grands progéniteurs peuvent être affectés par ces différentes anomalies génétiques dont on vient de parler un petit peu plus tôt. Et donc, l'anémie, qui est globalement celle en tête de liste, 80% des malades. Et en fait, elle a une particularité, cette anémie, c'est bon, déjà, elle peut être profonde, ça c'est un fait. Elle n'est pas d'installation brutale, en revanche, c'est quelque chose de relativement progressif. Par contre, elle est très souvent macrocytaire. La macrocytose, d'ailleurs, est parfois même isolée avant que l'anémie n'apparaisse, bien évidemment en mettant de côté les causes pouvant faire de la macrocytose, carence en vitamines, etc. Mais souvent anémie macrocytaire et arégénérative, donc avec des réticulocytes plutôt bas, et puis surtout des signes discrets de dysérythropoïèse sur le frottis. Le frottis sanguin a toute son importance parce que finalement, des signes de dyshématopoïèse ou de dysplasie, finalement, qu'on retrouvera sur le médulogramme, souvent on les retrouve déjà en périphérie. Néanmoins, il faut savoir les interpréter et les regarder, parce que déjà, quand c'est fait sur une ligne de ville, ce n'est pas rendu la plupart du temps, ou même quand c'est fait au laboratoire ici, on ne lit pas forcément les petites lignes qui sont marquées en bas, même si, en fait, les biologistes, ils adorent écrire des trucs en bas de leur compte rendu. La thrombopénie, qui est généralement pas toujours présente, mais aussi fréquente, et pas forcément très profonde. Les grandes thrombopénies, c'est peu fréquent, mais néanmoins présent. Et on peut aussi avoir des signes de dysmégacariopoïèse, par exemple des mégaplaquettes. C'est moins fréquent, mais on peut en avoir. Là, on a globalement des signes assez marqués quand même sur l'aspect morphologique déjà sur les frottis sanguins. C'est les éléments granuleux. Donc, j'ai représenté un certain nombre d'entre eux sur le slide. Ouais. Donc, la neutropénie, certes, c'est possible. Ça peut s'associer d'ailleurs à un excès de leucocytes d'une lignée particulière qui s'appelle les monocytes. On parlera de monocytose alors. Et dans ce cas-là, des signes de dysplasie et une monocytose, on parle d'une maladie tout autre qui s'appelle la leucémie myélomonocytaire chronique, une entité un petit peu particulière. Là aussi, on parlera un petit peu après. On peut avoir des blasts. Alors souvent, les étudiants en médecine disent ouais, pour avoir une myélodysplasie, il faut forcément des blasts. Pas du tout, quasiment pas tout le temps, voire pas du tout d'ailleurs. La présence de blasts circulants, c'est vraiment pas très très bon signe, et que probablement on est en train d'évoluer vers une forme plutôt accélérée, donc quelque chose qui va évoluer vers la LAM. J'attire votre attention finalement sur les signes de dysgranulopoïèse périphérique, donc sur le sang, sur le frottis, qu'on pourra retrouver comme des polynucléaires dégranulés. Par exemple, là, c'est un PNM qui est quand même globalement dégranulé, hypolobé. On peut avoir aussi ce qu'on appelle des pseudopelgaires, ça ressemble à ça. Normalement, un polynucléaire neutrophile, il a 3 noyaux qui sont bien distincts. On parle de pseudopelgaire quand ça ressemble à cette espèce de cacahuète. Appelez comme vous voulez. Ça, c'est un blast, très clairement pas normal. Là aussi, une hypogranulation. Voilà. Donc, il peut y avoir des petits signes morphologiques, certes discrets, pour un œil pas entraîné, ce n'est pas évident, mais néanmoins présents et qui peuvent orienter finalement aussi sur la présence d'une hémopathie et donc a fortiori de la myélodysplasie. Donc, ce qui conduit, quand on a des cytopénies, anémie, thrombopénie, neutropénie, assez rapidement, et quand on a éliminé finalement les autres causes cliniques de cytopénie, on va aller faire le diagnostic positif de la myélodysplasie, qui est avant tout biologique, là aussi, puisqu'il n'y a pas de scanner, il n'y a pas de ce que vous voulez, c'est le myélogramme. Pas compliqué. C'est un bilan médulaire qui fera le diagnostic, puisque l'observation, la myélodysplasie, est une définition pure et durement cytologique. Donc, ça veut dire que c'est votre cytologiste qui fera le diagnostic s'il a bien envie ou que ça lui plaît suffisamment. Parce qu'en fait, c'est un point qui est assez particulier quand même, la myélodysplasie, c'est que finalement, c'est assez subjectif quand même comme définition.
Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait au moins une cytopénie. Alors, je ne parle pas de lymphopénie, hein, on parle, voilà. Mais pas de lymphopénie, mais au moins une cytopénie. Et surtout, que dans la lignée que le cytologiste va regarder, qu'il y ait au moins 10% de ces cellules qui présentent un signe dysplasique. Donc, soit la ligne érythrocytaire, mégakaryocytaire ou granuleuse. Pas facile, hein, au moins 10%. Donc, un cytologiste entraîné y arrivera, un cytologiste un peu moins entraîné, c'est moins évident. D'autant que parfois, il y a des facteurs confondants à la dysplasie, carence en cuivre, intoxication au plomb, méthotrexate, qu'on donne pour l'APR qui traîne derrière, enfin, ce genre de choses. Donc, un certain nombre de facteurs qui peuvent biaiser l'œil du cytologiste, surtout si vous ne l'orientez pas. D'ailleurs, si vous mettez un myogramme comme ça et que vous ne l'expliquez pas, mon patient est sous trithérapie pour un VIH, très clairement, ça va avoir un impact sur la morphologique de votre moelle osseuse. Un certain nombre de choses peuvent varier et biaiser l'interprétation et dire il y a un myélodysplasie alors qu'il n'y en a pas du tout en réalité. Et ça, j'en ai récupéré un certain nombre. Donc, néanmoins, morphologie, c'est ça le diagnostic. Moins de 20% de blasts dans la moelle, et encore une fois, les blasts ne sont pas obligatoires. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de blast qu'il n'y a pas de myélodysplasie. Moi, il y a un truc aussi que j'avais appris quand j'étais étudiant. Oui, on ne voit pas le rouge, en fait. Alors, bon. Ce que je trouvais marrant, c'était le cut-off. Soit dit en passant, ça a changé maintenant. On parle déjà de leucémie aiguë à partir de 10% de blast depuis peu de temps. Donc, c'est des formes frontières et la MSMD. En vrai, il faut bien comprendre que la myélodysplasie n'est qu'un état pré-leucémique. Et la leucémie, c'est quoi? C'est juste une moelle qui ne marche plus, quoi, avec éventuellement une hyperleucocytose, tout simplement liée à des anomalies qui vont induire cet excès de prolifération. Mais avant tout, une myélodysplasie, c'est une moelle qui ne marche pas. Blast ou pas blast. La conséquence est la même. Donc, pour les biais d'interprétation, comme je vous disais, carence, on en a parlé juste avant. Voilà. Alors, justement, la nouvelle classification qui vient d'arriver, qui aujourd'hui commence un peu à s'affiner en intégrant, outre l'aspect de la morphologie, de la génétique, et en intégrant un certain nombre d'anomalies moléculaires qu'on retrouve de manière récurrente, telles qu'un truc qui s'appelle SF3B1, qui est une anomalie du splice et qui donne une forme un peu particulière qui s'appelle l'anémie réfractaire avec sidéroblaste en couronne, qui est une anomalie que, du moins un syndrome myélodysplasique qu'on dit de bon pronostic et qui a peu tendance à s'acutiser en LAM. Les syndromes myélodysplasiques avec DEL5Q, donc c'est une anomalie cytogénétique là aussi récurrente, plutôt de bon pronostic et qui répond bien à certaines thérapies qu'on verra plus tard, comme le lenalidomide. Puis après, après c'est un peu le no man's land, hein, NOS, donc Not Otherwise Specified. Hein. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas ce que c'est. Là, il y a un peu de blast, là, c'est une LAM. Donc, globalement, c'est assez, j'allais dire, primitif, hein, finalement, comme classification, mais néanmoins, pour le moment, on ne fait pas beaucoup mieux que ça. Mais néanmoins, vous avez quand même votre diagnostic, c'est que ce patient, il a un cancer. Voilà, la myélodysplasie, ça reste quand même un cancer, pré-leucémique, certes, mais avec, en fonction des anomalies moléculaires qu'on va voir un petit peu après, un pronostic qui est presque aussi terrible que la leucémie. Juste une petite aparté sur la LMMC, qui n'est pas la LMC, parce que souvent il y a une confusion entre leucémie myéloïde chronique et leucémie myélomonocytaire chronique. Ça se ressemble beaucoup, par contre, ça n'a pas du tout la même chose. La LMMC est une pathologie terrible, absolument incurable, avec un pronostic peu sympathique, qui représente 10% des SMP et des SMD, qui est une forme un peu bizarre, qui ressemble à de la myélodysplasie, mais qui est en même temps un peu de la myéloprolifération, et qui va se comporter un peu comme ça en vie, soit plutôt vers une dysplasie, soit plutôt vers un syndrome myéloprolifératif, avec systématiquement l'évolution vers une leucémie myéloïde, généralement avec un biais de différenciation monocytaire, et qui est caractérisé en fait par des anomalies moléculaires très spécifiques qui vont atteindre un progéniteur qui est déjà engagé vers un biais monocytaire. Et finalement, en fait, pendant très longtemps, vous voyez ces patients avec une monocytose chronique, souvent ils ont de l'inflammation, et ils ont souvent des signes d'hypercatabolisme, donc c'est malade inflammatoire, avec des manifestations articulaires bizarres, ils chauffent, ils s'altèrent, ils ont la rate, puis ça bricole, puis il y a le PTI, puis machin. Donc, c'est des patients qui ont une ambiance inflammatoire, auto-inflammatoire très particulière, fréquente, avec des PTI aussi fréquents chez ces malades-là. Et enfin, qui, sur le plan biologique, outre les cytopénies dont on a parlé un petit peu avant, se caractérisent par la présence d'une monocytose, c'est-à-dire plus strictement supérieure ou égale à 1 giga de monocytes pendant plus de 3 mois. Et là, on parlera généralement de LMMC. La LMMC, ici, comme vous voyez, a des critères diagnostiques qui sont détaillés ici. On ne reviendra pas parce que sinon on va être pressé la journée, mais qui globalement se basent essentiellement sur l'aspect de la morphologie aussi, parce que le diagnostic de la LMMC est d'abord médulaire.
Bon, alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans le bilan d'un myélodysplasie? C'est beaucoup plus simple probablement que ce que vous avez jusqu'à présent. C'est pas compliqué, c'est une numération en général, c'est déjà pas mal. 1 mg, voilà. Et le karyotype, très important, parce que ça, voilà, 2 fois ça marque, mais c'est assez rare finalement quand le myélogramme est fait dans les services. Par contre, ce qui manque maintenant, et on s'en sert maintenant tout le temps, en fait, c'est la biologie moléculaire. On en a parlé un petit peu avant dans les syndromes d'Evans. Dans les syndromes myélodysplasiques, c'est fondamental. Aujourd'hui, en fait, c'est avec ça qu'on stratifie nos patients. Autrefois, c'est-à-dire là, c'est pas si longtemps que ça, finalement, on utilisait un score qui s'appelait le score IPSS-R, qui se basait finalement sur de la cytogénétique, pourcentage de blast, et puis comment dire, le nombre de cytopénies et leur profondeur. Aujourd'hui, on verra sur la nouvelle, là, on a intégré des marqueurs un petit peu plus modernes, mais néanmoins, en utilisant finalement ces paramètres simples, on arrivait à distinguer 5 groupes différents qui avaient globalement une médiane de survie qui allait pour les mieux aux alentours des 9 ans, à ceux qui étaient les plus mauvais à moins d'1 an. En fait, ce que ça raconte finalement, c'est que les patients avec une myélodysplasie de haut risque ont une médiane de survie qui est celle d'une leucémie aiguë myéloïde. En fait, c'est exactement la même chose. Et donc, ça traduit, ou je trouve que ce score-là, qui est toujours finalement valable, hein, mais traduit vraiment que la myélodysplasie est un continuum, finalement, ou du moins la LAM est un continuum de la myélodysplasie. Pour les très faibles risques, néanmoins, ils n'ont pas une médiane super, mais en même temps, c'est une pathologie du sujet âgé. Donc, est-ce que 10 ans avec une médiane de diag à 72 est vraiment si mauvais que ça? Non, pas vraiment, en réalité. Et donc, comment les choses se sont affinées, c'est qu'on a intégré justement des scores de biologie moléculaire qui se font par NGS, qui est un outil maintenant accessible dans tous les CHU, ici également, et qui, en plus de karyotype, en plus du myélogramme et en plus des anomalies qu'on peut voir sur l'hémogramme, vont raffiner et affiner ce pronostic-là, qui maintenant se distingue, ou du moins se stratifie en 6 groupes différents, qui permet globalement, là aussi, d'avoir une médiane de survie sans leucémie qui va aller de 10 ans à un peu moins d'1 an, ce qui permet globalement aussi de reclasser des patients qui autrefois étaient classés favorables en défavorables. C'est surtout ça l'intérêt finalement de la biologie moléculaire, c'est que ça permet d'apporter un degré de précision supplémentaire sur le vrai risque d'acutisation vers la leucémie. On verra pourquoi cette précision, ou du moins l'importance de connaître le risque de son patient, peut avoir son importance, et plus particulièrement chez les sujets jeunes. Donc, finalement, que faut-il savoir sur la myélodysplasie pour un interniste? Cytopénie, vous connaissez ça tout aussi bien que moi. Pour le diagnostic, je dirais que ce qui manque de temps en temps, pas toujours, mais c'est la biologie moléculaire. Le reste, vous connaissez déjà finalement, myélogramme, cytogénétique. L'immunophénotypage sur moelle osseuse n'est pas forcément indispensable. Ça peut être, pourquoi pas, mais ce n'est pas fondamental. Et enfin, la biologie moléculaire. Sur le plan thérapeutique de la myélodysplasie, vous allez voir, c'est assez triste en réalité, puisqu'on ne fait pas grand-chose. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails de cet algorithme qui est assez imbuvable et puis dont les couleurs ne ressemblent pas vraiment. Je vais juste attirer votre attention sur 2-3 petites choses. C'est qu'ici, on se situe chez les patients dits de faible risque. Donc, c'est globalement sur les courbes que je vous ai montées, ceux qui ont une survie à plus de 5 ans, globalement. Ces patients de faible risque, en fait, vous voyez, c'est marqué symptomatique, thrombocytopénia, neutropénia, anémia. Donc, en fait, on traite le symptôme. C'est-à-dire que finalement, dans la myélodysplasie de faible risque, on va surtout s'atteler à aller corriger ou essayer d'agir sur les cytopénies, là où les cytopénies que vont avoir les patients. Il ne va pas y avoir de réelle action sur le clone tumoral à proprement parler, et à l'exception éventuellement des syndromes 5Q-. Mais finalement, les patients qui ont des faibles cytopénies, c'est-à-dire qui n'ont pas de symptômes en lien avec leur cytopénie, on les regarde et on ne les touche pas. Et pour les patients qui, eux, vont être symptomatiques, on va avoir des actions un peu spécifiques dont on va parler tout de suite. L'anémie, comme je dis, c'est globalement la première cytopénie qu'on est amené à avoir dans la myélodysplasie. Cette dernière, généralement, est prise en charge de la manière suivante. C'est-à-dire que pour le moment, ce qui marche le mieux, c'est les agents stimulants de l'érythropoïèse ou le PO, qui généralement va se déclencher quand les patients commencent à avoir une hémoglobine qui descend en dessous des 10 grammes ou qui deviennent symptomatiques, bien évidemment, avant, avec un objectif ensuite d'hémoglobine qui va se situer entre 10 et 120, 125 grammes par litre chez les patients, en tout cas symptomatiques ou dépendants transfusionnels. Des alternatives, le PO, la transfusion, bien évidemment, mais avec toutes les complications que ça peut générer à court, moyen et long terme, surtout chez les sujets âgés. Et enfin, on va avoir des choses que vous connaissez, les androgènes, l'anatrol, par exemple. Le lénanicdomide, qui a une certaine efficience, et on verra aussi après,
certes dans le 5Q- avec 70% de réponses en première intention, mais également dans les syndromes non 5Q-. Le luspatercept, qui est un agoniste, un antagoniste du TGF-bêta, qui vient d'arriver et qui est utilisé maintenant et a son AMM depuis peu dans les anémies réfractaires avec sidéroblaste en couronne. Bon, finalement, parce que les AMM, vous en fichez et nous aussi, on s'en sert dans les autres, finalement, syndrome myélodysplasique de faible risque. L'efficacité est moindre, certes, 30% à peu près de réponse contre 70 dans les ARCI, mais ça peut quand même être une solution pour sortir les patients de la dépendance transfusionnelle, qui est globalement un des problèmes principaux de la myélodysplasie de faible risque. La chélation martiale, très rapidement, on voit des malades qui viennent avec une hyperféritinémie, soit en lien avec les supertransfusionnels, soit avec cette hématopoïèse, cette érythropoïèse inefficace qui n'arrive pas à terme, avec un avortement finalement, la différenciation érythrocytaire. Donc souvent, on voit arriver des patients alors qu'ils n'ont jamais été transfusés à 2 000 – 3 000 de ferritine, pas forcément avec une hémochromatose d'organes à proprement parler, mais parfois ça peut être déjà le cas. Mais néanmoins, la chélation martiale, outre l'éviter le développement d'une vraie hémochromatose secondaire, et là aussi permet de réoptimiser et parfois sortir les patients de la dépendance transfusionnelle juste en chélatant, tout simplement parce que vous allez modifier l'environnement inflammatoire que génère cette hyperféritinémie, qui généralement induit beaucoup de réactifs hyperoxydes, plus particulièrement dans les précurseurs érythrocytaires. Ce qu'on sait, c'est que, outre finalement, et je n'ai pas mis la courbe, mais que corriger l'anémie avec de l'EPO, les patients qui répondent, déjà ils vont mieux, ils ont une meilleure qualité de vie, puis surtout ils survivent mieux. Donc on a repéré que les patients qui répondaient bien à l'EPO, quand même, a priori, un bénéfice de la molécule et tendaient à avoir une survie qui était quand même un peu meilleure. Donc, outre l'EPO, je vous ai parlé du lénalidomide, qui est donc un imide. C'est globalement le descendant du thalidomide, que vous maniez probablement dans d'autres pathologies dysimmunitaires. Et le lénalidomide, dont on sert beaucoup dans le myélome, eh bien, on a été amené à l'utiliser dans le syndrome 5Q-, sur un rationnel biologique un peu particulier, mais qui néanmoins apporte aussi une certaine efficacité dans les syndromes non 5Q, avec là aussi à peu près 30% de réponse chez les malades réfractaires à l'EPO. On a parlé très rapidement du luspatercept. Le luspatercept, en fait, à la différence de l'EPO, lui va venir aider, du moins empêcher l'effet inhibiteur du TGF-bêta sur la différenciation terminale des érythrocytes, et plus particulièrement en pré-réticulocytes, et accélérer, avancer, finir la terminaison ou la différenciation de l'érythrocyte vers un globule rouge mature, alors que l'EPO lui va agir un peu plus en amont comparativement au luspatercept. Néanmoins, ce qu'on sait, c'est que les patients qui reçoivent du luspatercept, dont 70% répondent quand ils ont une ARCI, un peu moins quand ils n'ont pas ce type d'entité cytologique, avec une durée de réponse qui est de l'ordre de 11 mois, quelques complications thrombotiques néanmoins observées avec cet agent. Bon, pour les syndromes myélodysplasiques de haut risque, c'est ce qu'on ne voit pas parce qu'il y a une petite barre en haut, les choses deviennent quand même nettement moins marrantes, même si je ne vous ai pas parlé de la thrombopénie et de la neutropénie dans la myélodysplasie, tout simplement parce qu'il n'y a pas de traitement en fait, dans ces problèmes-là, du moins pas officiel. Pour la thrombopénie dans la myélodysplasie de bas risque, c'est transfusion plus ou moins agoniste du TPO. Néanmoins, il n'y a pas de recommandation ou encore d'essais cliniques solides pour dire que les agonistes du TPO sont une référence, mais néanmoins utilisés quand même en routine, avec des réponses plutôt satisfaisantes, mais associées quand même à certaines complications, notamment thromboemboliques. Vous avez parlé un petit peu plus tôt aussi dans les pathologies dysimmunitaires. Dans les maladies de haut risque, donc comme je dis, qui sont définies par ce score pronostic, et bien finalement, l'objectif du traitement, il est surtout d'essayer de ralentir la progression de la maladie et éventuellement de gagner en survie globale. Alors là aussi, c'est le désert de Gobi. Pas grand-chose. Azacitidine, c'est en place depuis plus d'une vingtaine d'années. On n'a jamais réussi à faire mieux que cet agent de chimiothérapie qui est un agent déméthylant. On a parlé un petit peu plus tôt. La myélodysplasie, souvent, il y a des problématiques dans la régulation de la condensation de la chromatine, déjà hyperméthylée. Les agents hypométhylants permettent de restaurer au moins ce programme transcriptionnel. Taux de rémission complète, c'est à peu près 20%, donc c'est quand même pas la panacée. Chimiothérapie intensive dans les formes plutôt blastiques, entre 10 et 20%, là aussi, taux de rémission peu encourageant aux alentours des 30% de rémission. Et l'allogreffe de cellules souches périphériques, qui reste le standard entre guillemets de traitement à visée curative, c'est-à-dire que tout ce que nous cité avant, ARSA, chimio, n'est que temporaire, c'est-à-dire que ça permet de gagner du temps. En revanche, ça ne guérit personne.
Ça permet effectivement de retarder l'évolution ou de retarder l'évolution des cytopénies, mais néanmoins, la seule façon d'amener les patients à la guérison, c'est la greffe de cellules souches périphériques, mais on verra pourquoi ce n'est pas toujours réalisable. La première chose, c'est lorsque vous regardez le Vidaza ou azacitidine, ici, globalement, c'est la probabilité de survie comparativement aux soins standards, qui est globalement l'étude qui a permis de mettre en place l'azacitidine dans la myélodysplasie. On voit qu'il y avait un bénéfice quand même net en termes de survie globale, avec néanmoins une survie médiane qui est quand même pas folichonne, puisqu'on se situe aux alentours des 25 mois. Ce n'est pas extraordinaire tout de même dans la myélodysplasie de haut risque, mais néanmoins, ce qu'on voyait, c'est que ça avait quand même un effet, semble-t-il, sur la maladie, puisqu'on avait, même si c'est tout petit et très, on ne voit pas bien, mais néanmoins, ça semblait retarder l'évolution vers la LAM. Néanmoins, en fait, le Vidaza, quand on regarde de manière plus focale, quand on compare par rapport aux soins de support, à la racitine à faible dose ou à la forte chimiothérapie, c'est-à-dire une combinaison d'anthracycline et cytarabine à forte dose, on voit que clairement, ça se distingue par l'amélioration des cytopénies. Donc, à peu près une fois sur deux, on a une récupération des érythrocytes, des plaquettes à peu près une fois sur deux. Par contre, la récupération neutrophilique, elle est vraiment mauvaise. C'est-à-dire que les patients qui ont une neutropénie significative, c'est que 20% de malades qui sortent finalement de la granulocytose, ce qui est relativement peu finalement par rapport à ce qu'on attend, et que la neutropénie féline reste la cause majeure en fait, de décès de ces malades-là. Ils n'ont pas de leucémie, mais par contre, ils sont en agranulocytose et meurent d'infection, un peu comme ce qu'on a finalement pour une leucémie qui est installée. Durée médiane de réponse au Vidaza, là aussi, c'est très décevant. 12 mois, et pour le moment, on n'a pas fait mieux. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui a détrôné le Vidaza monothérapie pour le moment. Alors, comme on m'a demandé de venir parler à des internistes, je me suis dit, on va parler aussi un peu de manifestations dysimmunes et auto-inflammatoires, puisque, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, la myélodysplasie est un peu à la frontière d'un certain nombre de pathologies. Je suis vraiment navré pour les couleurs qui ressortent de manière un peu originale, mais néanmoins, en fait, la myélodysplasie va souvent se situer à la frontière de différentes problématiques qui vont être parfois d'origine auto-immune, comme l'anémie hémolytique, des vascularites, de la cryo, ou des manifestations plus auto-inflammatoires, avec très probablement une physiopathologie sous-jacente différente entre les différentes complications qu'on peut y retrouver. Je ne reviendrai pas sur toutes les entités parce qu'on n'aura absolument pas le temps de toutes les couvrir, bien évidemment, mais beaucoup de ces maladies peuvent s'associer finalement à la myélodysplasie, soit un petit peu avant, soit au moment du diagnostic, soit après le diagnostic, laissant penser que la myélodysplasie, et ça maintenant on le sait bien, va avoir un effet quand même non négligeable sur la régulation de l'immunité et notamment son contact avec le micro-environnement, soit par le biais de cellules souches ou du moins de cellules myéloïdes qui sont plutôt, vont avoir des effets régulateurs négatifs sur notamment les cellules dendritiques et leur interaction avec le système d'immunité acquis. Et à l'inverse, des problématiques dysimmunes par des sélections de populations clonales T ou B qui vont proliférer et générer la production d'auto-anticorps ou de pathologies T-médiées. Quel pronostic de ces maladies systémiques, auto-immunes ou auto-inflammatoires, qu'on va appeler ici SAID? Ici, un travail qui avait été reporté par l'équipe du professeur Méquignan sur Paris, qui retrouvait que globalement, il n'y avait pas de grosse différence, qu'on n'ait pas une problématique dysimmune. Ce qui semble conditionner le survie de ces patients, de toute façon, c'est la myélodysplasie, pas tellement la problématique dysimmunitaire satellite, bien que globalement, un peu tout à boire et à manger était retrouvé, allant des maladies de BC, de la cryo, du pyoderma, de RS3PO, etc. C'est très varié finalement dans ce qu'on peut observer, sans qu'il y ait pour autant, j'allais dire, de grandes entités cytologiques qui semblent s'associer à ce type de manifestation. Ce n'est pas parce qu'on a une AREB1 ou une LMMC ou une SMD avec dysplasie myélinique qu'on a plus de maladies dysimmunes ou auto-inflammatoires si on se base sur cette étude qui néanmoins ne reprenait pas beaucoup, enfin, du moins avec un nombre limité de patients. Néanmoins, si on met de côté la cytologie, puisque je vous le dis, c'est quand même quelque chose de grossier, la cytologie. C'est quelqu'un qui regarde avec son microscope et qui donne son avis, même si c'est un avis d'expertise. Néanmoins, ce qu'on a pu associer et j'allais dire maintenant être admis, c'est que la génétique embarquée, et donc les anomalies moléculaires et ou de karyotypes, vont conditionner de manière assez spécifique les événements qui vont découdre. Ici, c'est un exemple, notamment sur des patients avec une anomalie du chromosome 5q, soit il y en a une, soit il y en a plusieurs, soit vraiment beaucoup, ou une anomalie du chromosome 8, donc une trisomie 8,
Trisomie 8 qu'on sait être associée à la maladie de B7, et bien, ce qu'on voit, c'est que les patients qui ont globalement des anomalies du chromosome 8 ont plus facilement des maladies de B7 pour BD, B7 disease, alors que ceux qui ont une anomalie du 5, eux, vont pas du tout, enfin, n'en ont pas quoi, de manière générale, alors que les 5U, eux, ils vont avoir les dermatoses neutrophiliques de façon assez spécifique. Et donc, ça souligne quand même un point, c'est que la génétique ou les anomalies moléculaires vont conditionner probablement les événements dysimmunitaires ou auto-inflammatoires satellites, bien que physiopathologiquement, ce n'est pas bien expliqué pourquoi, mais néanmoins, une anomalie génétique s'associe à une fréquence plus importante de ce type de problématique. Alors, comment dire c'est associé oui, non? Parce que ça peut avoir son importance, parce qu'on peut être en face à des situations de maladies dysimmunes auto-inflammatoires réfractaires à beaucoup des thérapies usuelles, pour lequel finalement le syndrome myélodysplasique étant plutôt de faible risque, on n'a pas d'indication à traiter le SMD, mais se dire ouais, bah, si en fait le SMD est associé à la problématique dysimmune auto-inflammatoire, faut-il traiter le SMD pour traiter la problématique dysimmune? Donc, ce sont des discussions parfois pas évidentes, mais il y a des petites choses qui permettent quand même de dire qu'il y a bien une relation, parce que dire qu'il y a une relation, ce n'est pas toujours évident non plus, il n'y a pas d'outil de manière précise. Par contre, la découverte de manière concomitante et quelques mois avant ou après est plutôt en faveur d'une association entre les deux entités. En revanche, des délais à plus de 5 ans, c'est quand même moins évident. Et puis après, on va voir les différents types d'anomalies. Les trucs où on n'a pas bien d'outils précis, type syndrome de Sweet, la PR, ou des arthrites ou manifestations PPR, par exemple, là, plutôt oui, en association, alors que bon, des vascularites à encas ou des choses bien définies, sarcoïdose, enfin, bref, il y en a beaucoup, les ortones, etc., plutôt pas, puisqu'on est sur des entités mieux définies. Voilà, donc finalement, associer myélodysplasie et pathologie dysimmunitaire, pas toujours évident, mais néanmoins des petits outils pour ces deux. Et pourquoi tout ça? C'est que finalement, si on ne s'en sort pas avec les différentes lignes de traitement utilisées classiquement pour les pathologies dysimmunitaires ou auto-inflammatoires, aller vers l'hypométhylant, donc l'azacitidine, même si finalement la myélodysplasie en elle-même ne le requiert pas et qu'il y a une vraie indication médicale ou biologique par rapport à la problématique dysimmune, très clairement est une option avec des résultats qui ne sont pas si mauvais, puisque dans à peu près 60 à 70% des cas, ça marche finalement sur le SAID qui ne répondait pas aux thérapies antérieures. Ce n'est pas une très grosse cohorte, mais la cohorte AZACED, qui avait été là aussi rapportée par l'équipe parisienne, sur une trentaine de patients avec différentes entités. J'attire votre attention sur la forte association avec les LMNC, dont je vous disais qu'il était quand même une entité où souvent on a ces problématiques quand même auto-inflammatoire, apporter 66% de réponse sur la problématique auto-inflammatoire. Pour terminer, un sujet qui m'est cher, parce qu'on a beaucoup travaillé sur cette question, et puis bon, je pense déchaîne les ferveurs et les foudres entre l'hémato et la médecine interne, c'est la description récente du syndrome de Vexas, et éventuellement, est-ce que c'est une myélodysplasie ou est-ce que ça n'en est pas une? J'en sais rien, donc voilà. On peut débattre très longtemps, et je suis passionné par ce débat, mais je n'ai pas la réponse aujourd'hui. Alors, le Vexas, globalement, vous en avez certainement déjà tous vu de près ou de loin. Pour rappel, c'est un acronyme qui, globalement, veut dire un truc très simple, c'est que c'est une maladie auto-inflammatoire qui touche les hommes, parce que c'est une réalité, puisque l'anomalie qui affecte le gène qui s'appelle UBA1, qui, globalement, UBA1 est une protéine, ou du moins une enzyme importante dans le processus d'ubiquitination. L'ubiquitination, c'est quoi? C'est des façons de modifier de façon post-traductionnelle des protéines pour les adresser à la dégradation par le protéasome. C'est ça, en fait, à quoi ça sert. Et quand UBA1 est déficient, en fait, les protéines ne sont plus ubiquitinées correctement. Du coup, elles s'accumulent parce qu'elles ne sont plus dégradées par le protéasome. Réaction inflammatoire, et boum, on a le patient qui est symptomatique de façon assez schématique. Néanmoins, UBA1 étant localisé sur le chromosome X, eh bien, ça touche quasiment exclusivement les hommes. Oui, les femmes ont été diagnostiquées du Vexas, ayant des monosomies du X, généralement satellites de myélodysplasie. Néanmoins, la clinique du Vexas est assez intéressante dans la mesure où elle n'est pas du tout spécifique, c'est-à-dire que ça va être des malades avec des manifestations inflammatoires peu spécifiques, allant de manifestations cutanées, un peu bizarres, souvent de la dermatose neutrophilique, mais ça peut être des formes un peu plus particulières, allant également à des atteintes pulmonaires, articulaires, oculaires. Bref, c'est très, très nébuleux. Donc, je ne vais pas m'attarder sur les différentes manifestations cliniques, n'étant pas l'objectif du jour. Mais on va surtout parler quand même aussi un peu de problématique hémato, parce que c'est ça la particularité quand même intrinsèque de cette maladie. C'est son association quand même avec des cytopénies et aussi des hémopathies associées. Et les hémopathies, ce n'est pas n'importe lesquelles, ça va être de la myélodysplasie, si tant est que ce soit des vrais, ça c'est un autre débat,
d'ailleurs, des gammapathies, ou des proliférations lymphoplasmocytaires, type gammapathie monoclonale de signification déterminée, pour certains des myélomes, et également des gros problèmes de thrombose. Alors, ça, c'est un joli schéma que je trouve sympa et que j'ai pris du temps à faire d'ailleurs, qui normalement va sortir bientôt, mais qui globalement est très moche parce que là, ça ne sort pas dans les couleurs. Enfin, ah, voilà. Mais l'idée est de dire que la physiopathologie du VEXAS est encore très mal compris. Il n'y a quasiment rien en fait sur l'aspect biologique. Il y a des petites choses qui commencent à arriver, mais on en est encore très loin. Pour vous dire, j'essaie de greffer des VEXAS dans des souris pour le moment, mais ça, c'est pas glorieux. Et c'est pas évident à modéliser. Néanmoins, ce qu'on comprend de près ou de loin d'ailleurs sur cette entité, c'est que va arriver finalement l'anomalie dans un clone, puisqu'en fait, UBA1 est une anomalie somatique qui va affecter un progéniteur myéloïde de manière exclusive. Et en fait, l'anomalie somatique va se propager dans l'ensemble de l'hématopoïèse pour l'écraser et la remplacer de manière quasiment exclusive. Et donc, c'est un processus qui prend a priori du temps. Donc, c'est plutôt une maladie du sujet âgé, puisque la médiane d'âge est aux alentours des 60-70 ans. Et finalement, va, au fur et à mesure qu'elle écrase cette hématopoïèse, probablement faire le lit et s'accompagner d'autres anomalies moléculaires qu'on rencontre dans les hémopathies myéloïdes, qui sont soit embarquées dans le clone, c'est-à-dire que c'est directement dans la cellule qui porte l'anomalie UB1, ou tout simplement favoriser ce qu'il y a autour des hématopoïèses clonales qui étaient déjà en place préalablement, qui elles aussi, finalement, sur ce fond inflammatoire, vont y trouver un peu un environnement sympathique et se mettent elles aussi à progresser. Et donc finalement, par cette ambiance inflammatoire, eh bien, de manière générale, s'associe à un développement d'hémopathie myéloïde ou éventuellement lymphoïde par le biais de myélomultiples, et puis un effondrement progressif de la moelle. Juste pour rappel, l'ubiquitination aussi sont des processus extrêmement importants pour la régulation du cycle cellulaire, de la réparation de l'ADN, et donc très probablement, même si ce n'est pas prouvé, finalement, cette ambiance inflammatoire et ces déficits de régulation du cycle cellulaire aboutissent à un défaut et un effondrement de l'hématopoïèse, si bien que finalement la fin, ou du moins l'évolution terminale des VEXAS, sont des pancytopénies sévérissimes, et généralement des décès, soit par excès d'inflammation associée à ces cytopénies, ou tout simplement par les cytopénies en elles-mêmes. Alors du coup, on a quand même beaucoup travaillé sur la question de est-ce que ces VEXAS sont des myélodysplasies, oui ou non, parce que ça y ressemble quand même vachement. Hein. On a une anomalie somatique qui apparaît chez le sujet âgé, on a des cytopénies, et puis surtout sur la moelle, quand on les regarde, il y a quand même des signes de dysplasie tout le temps en fait. Mais ce n'est pas suffisant pour parler de vraie myélodysplasie. Alors du coup, on a eu une réunion la semaine dernière avec tout le gratin international. Il y en a qui sont oui, d'autres qui sont non, on n'est pas d'accord, peut-être que oui, mais peut-être que non, mais on n'en sait rien. Bon, de toute façon, on n'en sait rien et ça n'ira pas plus loin pour le moment. Par contre, ce qu'on sait, c'est que, et ça, c'est un travail qu'on est en train de publier avec Adriana qui est à Lyon Sud, c'est que quand on prend les cytométries des moelles des patients et qu'on les passe finalement et qu'on les compare entre celles d'une myélodysplasie, celles des patients qui ont un VEXAS et ou les patients qui ont un VEXAS plus une myélodysplasie, en fait, on arrive à les séparer de manière assez distincte, si bien qu'on arrive à dire à un patient juste sur le panel de cytométrie, il a une myélodysplasie, il y en a un qui a une myélodysplasie avec un VEXAS et l'autre qui a un VEXAS isolé. Et en fait, ça passe finalement par une hématopoïèse clonale très spécifique du VEXAS, par une uprégulation d'un marqueur d'immaturité qui s'appelle le CD90. Et par ce biais-là, en fait, on arrive, entre autres, à distinguer un patient qui va avoir une myélodysplasie plus VEXAS ou un VEXAS solo. Ça dit quoi quand même? Ça veut dire quand même que probablement il y a des vraies myélodysplasies associées à ces syndromes de VEXAS, puisque on a quand même des arguments biologiques, donc un truc qui n'est pas subjectif, qui nous dit que globalement il y a ce genre d'anomalie qui permet de les distinguer. L'autre chose, c'est les vacuoles. Ça, vous en avez beaucoup entendu parler. Le V de VEXAS veut dire vacuole. Et ces vacuoles, on ne sait pas ce que c'est, soit dit en passant, mais néanmoins, ça permet de stratifier, de séparer très clairement les patients qui ont en pratique un syndrome de VEXAS uniquement en utilisant des ratios de vacuoles, des progéniteurs myéloïdes et érythroïdes. Ça, c'est aussi un papier qu'on a passé dans les masters il n'y a pas longtemps. Et par l'utilisation, on compte les vacuoles et on arrive à distinguer de manière quasiment spécifique, même sans anomalie ou sans biologie moléculaire. C'est assez chic. Alors, les malades vont-ils mal? Oui, ils vont mal. Et y a-t-il des différences entre les génotypes? Puisque oui, il existe différentes mutations du BA1 qui vont introduire par une mutation faussant soit le remplacement de la méthionine par une leucine, une tréonine, une valine. Puis après, il y a eu des anomalies du splice qui ont été découvertes associées. Comme maintenant, on a découvert d'autres anomalies dans d'autres exons qui donnent des phénotypes différents. Donc, on commence à parler d'ailleurs d'UBA-opathie parce que finalement, il semblerait que le phénotype soit bien plus compliqué que ça. Mais le VEXAS, néanmoins, associé à un pronostic de survie qui est relativement mauvais avec une survie à 5 ans
qui est aux alentours, à 8 ans, qui est aux alentours des 50%. Donc, on a quand même un certain nombre d'événements et des malades qui finissent par s'éteindre et la plupart du temps de complications infectieuses. Il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, mais c'est souvent des complications infectieuses qui finissent par emporter les patients. Alors, ça, c'était un algorithme qui n'a pas du tout plu à l'international. C'est pas grave, je le revisiterai. Mais finalement, qu'est-ce qu'il faut savoir sur le Vexas de manière générale? Si vous avez une anomalie moléculaire parce que vous avez dépisté votre patient parce qu'il a le phénotype, eh bien, ça ne s'arrête pas là. Il faut aller quand même chercher au niveau médulaire si votre patient a une myélodysplasie, oui ou non. Et s'il a des signes qui pourraient être évocateurs d'une gammapathie, plus particulièrement parce qu'il a un pic monoclonal ou des chaînes légères libres circulantes, là aussi, il est bon ton d'aller faire le myélogramme pour aller traquer l'une ou l'autre hémopathie, puisque la prise en charge venant derrière pourrait être différente. Et après, on a les patients qui ne rentrent pas dans aucune case. Moi, je les avais appelés les Vexas with Dysplastic Features. Alors, ça n'a pas du tout plu. Mais on réfléchit à cette entité qui est un patient qui ressemble à avoir une myélodysplasie, mais qui ne l'a pas vraiment, mais qui probablement finira par la développer à un moment ou à un autre. D'un point de vue thérapeutique, plusieurs approches peuvent se dessiner. C'est soit je m'occupe de traiter et de bloquer les signes inflammatoires, soit j'essaie d'éradiquer le clone, ou soit je m'occupe des soins de support. Pour ce qui est de bloquer la cascade, je vais parler de ce que je connais le mieux, c'est-à-dire des inhibiteurs de JAK, puisqu'il s'est avéré que cette classe pharmacologique fonctionne plutôt pas mal chez ces malades-là. Ce n'est pas révolutionnaire, mais néanmoins, ça a une certaine efficacité et une faible toxicité. Ici, on avait, sur un essai multicentrique, traité une trentaine de patients avec différents inhibiteurs de JAK. Ce n'est pas détaillé ici, mais il y avait globalement essentiellement du Ruxo, du Toci, du Tofa, du Pada et du baricitinib. Et globalement, une majorité de patients traités par ruxolitinib. Une grande partie d'entre eux avaient un syndrome myélodysplasique, à savoir une petite moitié. Donc, la plupart étaient d'ailleurs des IPSS plutôt bas. Donc, en fait, quand il y a des myélodysplasies, on a l'impression que c'est plutôt des myélodysplasies de faible risque. Ce qui est intéressant, c'est que les réponses cliniques sont plutôt satisfaisantes. Là aussi, je suis désolé pour les couleurs, mais elles sont plutôt jolies sur l'écran. Ce qu'on voit, c'est que globalement, le ruxolitinib, ça marche quasiment tout le temps, ou du moins, ça apporte des réponses complètes chez une bonne portion des patients, voire des réponses partielles, et qui généralement permettent progressivement de lever le pied aussi sur les corticoïdes, qui sont de loin la première ligne de traitement chez ces malades. Donc, le ruxolitinib, une bonne option d'épargne cortisonnée chez ces patients, avec des réponses biologiques qui étaient définies par finalement une négativation ou du moins un retour à la normalisation du syndrome inflammatoire biologique, qui est aussi une marque assez forte de ce type d'entité. L'autre chose, c'est que ça marche et ça marche longtemps. Ce n'est pas éternel. Globalement, là, on avait des follow-up pour un certain nombre de patients qui étaient au-delà de l'année. Pour ceux qu'on a traités maintenant, quasiment tous rechutent au bout des 2 ans, signifiant qu'il y a très probablement une évolution de cette pathologie, une adaptation de cette dernière on thérapie et plus particulièrement sous ruxolitinib. Éradiquer le clone, alors ça, c'est nous, ça, on aime bien ça, les hématologues, on aime bien exposer la maladie parce que c'est quand même comme ça qu'on soigne les gens ou qu'on les guérit du moins, puisque c'est bien de leur mettre un parachute, mais on a l'impression que ce parachute n'est pas éternel et finit par se percer. Éradiquer le clone n'est probablement pas quelque chose d'impossible. Il y avait un rapport comment dire, des Hollandais, voilà, j'allais dire, qui avaient commencé à utiliser du Vidaza chez ces patients-là et qui montraient de façon très intéressante que le Vidaza, ça marchait, je ne vais pas rentrer dans les détails. Par contre, il y a un truc que je vais vous montrer, c'est ça, c'est qu'on commence la zesticine et puis là, d'un coup, le B1, bam, il descend. Et ça, c'est la charge allélique, donc c'est qu'on voit le clone disparaître sous Vidaza. Et alors ça, c'est un truc qui est fondamental, parce que ça veut dire un truc, c'est que UBR1, ce n'est pas de la myélodysplasie, ou pas comme on l'entend. Pourquoi? Parce que le Vidaza, dans la myélodysplasie, ça ne fait pas bouger les clones. Jamais. Ça n'élimine jamais un clone myélodysplasique. On n'a jamais guéri personne. Et surtout, en fait, on a des patients chez qui ils arrêtent le Vidaza et puis il ne se passe plus rien. Et en fait, pour sérieux, on a retrouvé des patients chez qui on avait fait du Vidaza et qui ont été en rémission pendant 5 ans, c'est-à-dire sans rechute de leur problématique, et qui ont réévolué 4 ans ou 5 ans plus tard, signifiant que le Vidaza avait quand même une vertu d'éliminer le clone tumoral, alors que ce n'est pas du tout quelque chose d'attendu avec de l'azacitidine seule dans une myélodysplasie toute seule. Outre ça, eh bien, on avait quand même des signes, des bons rapports d'efficacité sur les signes inflammatoires et aussi de récupération, donc de récupération érythrocytaire, puisque ces malades sont souvent très cytopéniques. Et pour terminer, la greffe, de loin, la seule option probablement pour le moment curative chez ces patients-là. Et vous l'aurez compris, la greffe est une procédure toxique qu'on ne peut pas réaliser chez tout le monde. Là, en l'occurrence, l'âge était quand même très jeune chez ces patients-là, qui n'est pas le reflet du terrain, qui globalement était plutôt du sujet comorbide, 70 et plus, avec diabète et cœur au tapis. C'est plutôt ça, le profil du Vexas.
Bon, là, en l'occurrence, sur ces patients-là, la moitié, c'est lesquels? Oui, non, la moitié sont lyonnais. Il y en a un qui est mort ici, celui-là, avant qu'on ait pu le sortir de la chambre de greffe. Mais néanmoins, ce qui était très intéressant et qui se laisse quand même présager quelque chose d'important, c'est que ça ne rechute pas. Et ça, c'est un peu étonnant. La myélodysplasie post-greffe, ça rechute beaucoup, soit dit en passant. 50-60% des cas, ça rechute quand même post-transplantation. Et là, pour le moment, et sur toutes les séries qui ont été publiées autour de la greffe chez les patients atteints d'un syndrome de Vexas avec ou sans une myélodysplasie, pas de rechute. Et donc, ce qui est plutôt quelque chose d'assez encourageant sur l'utilisation de cette procédure quand c'est faisable. Alors, du coup, j'ai fait un petit dessin. Et du coup, je pense comment il faut traiter les syndromes de Vexas, bien que ceci n'ait fait qu'office de mon avis et qui n'est pas du tout vertu de faire ce qu'il faut faire absolument, et ça sera certainement évolutif, c'est que la cortisone, c'est une bonne option de traitement pour démarrer. Il y a des patients qui n'ont pas besoin de grosses doses, d'ailleurs, 10-15 mg au long cours, pour certains, ça suffit. Par contre, lorsqu'on n'arrive pas bien à les sevrer et que globalement, où la dose est intolérable pour la problématique, enfin, quelle qu'en soit la problématique, aussi, Ruxo semble être des bonnes options de traitement. J'ai plus l'habitude d'utiliser le ruxolitinib, j'avoue, mais le tocilizumab donne des bons résultats également. Les autres stratégies, méthodanazole, sirolimus, cyclo, ce que vous voulez, c'est pas terrible, hein, ça marche globalement pas terrible. Très mauvaise tolérance de la maquinera aussi chez ces patients-là. Quand ça ne marche pas, l'un ou l'autre, bien globalement, on arrive assez rapidement à l'azacitidine, qui est une option de traitement dont on a la chance d'avoir accès en France sans trop de problèmes, même si vous n'avez pas de myélodysplasie, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de pays d'Europe ou d'autres pays dans le monde, et envisager éventuellement une procédure de greffe. Si votre patient a des signes de myélodysplasie de haut risque, parce que ça peut arriver, et bien là aussi, l'idée c'est ASA plus ou moins, si on peut les orienter à la greffe pour essayer de guérir ces patients qui ont quand même un pronostic à court, moyen terme, enfin plutôt moyen long terme, plutôt défavorable. Alors pour conclure, donc la myélodysplasie, si on doit résumer, c'est quand même marqué par des cytopénies, l'anémie au premier plan. C'est un pronostic essentiellement génétique, donc le NGS est quelque chose de fondamental dans le bilan initial. C'est quelque chose d'évolutif, de dynamique dans le temps. Donc une myélodysplasie de faible risque ne le reste jamais très longtemps et ça peut finalement évoluer dans le mauvais sens. Il y a beaucoup de pathologies associées, donc d'autres cancers hématologiques, syndrome myéloprolifératif, LGL, aplasie médulaire, et puis des complications satellites spécifiques, syndrome des manifestations auto-immunes, l'hémochromatose secondaire, pas de traitement curatif finalement en dehors de la greffe. Et puis le Vexas, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une myélodysplasie ou est-ce que c'est autre chose? C'est difficile pour le moment de répondre à cette question. Néanmoins, les signes inflammatoires sont souvent au premier plan. J'attire votre attention sur un truc qui va sortir dans peu de temps et qui est rapporté également par les Américains et par l'équipe allemande. C'est des phénotypes plutôt hémolytiques et donc des patients qui se présentent avec uniquement une espèce d'anémie hémolytique à test de Coombs négatif, sous forme d'espèces d'hémolyse intramédulaire qui sont altérées mais sans signe inflammatoire. Donc en fait, ils ont une présentation assez dysplasique, c'est-à-dire qu'en gros, ils ont une anémie profonde, pas bien, fatigué, perte de poids, et c'est tout. Il n'y a généralement pas de CRP, et souvent d'ailleurs, ce n'est pas la MET41, c'est des autres sites, et sont localisés sur un autre exon, et globalement, on retrouve tous aux US, en France et en Allemagne les mêmes hotspots, et qui semblent définir un autre groupe de patients qui ne sont pas des Vexas à proprement parler, mais qui ont une anomalie clonale du BA1 et qui donnent un phénotype différent. C'est corticodépendant énormément et le risque de thrombose, on n'en a pas parlé, est infectieux et aussi au premier plan, c'est à peu près un malade sur deux qui fera une thrombose artérielle veineux plus et artérielle un peu moins au cours de leur parcours et un risque évolutif dans le temps, c'est-à-dire que ça progresse tout le temps. C'est-à-dire qu'en gros, votre patient a 20 mg de stéro, 15 mg de stéro, il finira toujours à un moment ou un autre pour en avoir un besoin un petit peu plus. Et ça, généralement, ça va de pair avec l'expansion du clone qu'on observe de manière systématique dans le temps dans cette pathologie. Voilà, merci à tous.